N'y a-t-il pas aujourd'hui un concept plus utilisé que celui de démocratie? De la droite à la gauche radicale, en passant par le centre, de la Hongrie aux États-Unis, en passant par l'Australie, des libéraux individualistes aux nationalistes identitaires, tous se revendiquent d'un même mot, d'un même idéal qu'ils seraient chacun les seuls à défendre, celui de la démocratie. Un concept tellement utilisé qu'il en est peut-être devenu usé, au point qu'on doive se poser aujourd'hui cette question qui à une autre époque aurait semblé évidente: qu'est-ce qu'une démocratie? Depuis les années 2000 et plus encore depuis les années 2010, un climat de tension s'est installé progressivement dans les sociétés européennes et plus largement occidentales. Un climat de défiance des gouvernés envers les gouvernants, des citoyens envers le système politique que l'on accuse de dérive autoritaire, de ne plus être représentatif de la population, de ne plus agir selon l'intérêt de la nation. Ce climat a atteint une nouvelle phase en France depuis les 5 dernières années avec l'apparition du mouvement des Gilets jaunes, et plus récemment avec la crise sanitaire qui a obligé de nombreux États partout dans le monde à restreindre les libertés pour endiguer l'épidémie. Les manifestants accusent les gouvernements de bafouer la démocratie, les gouvernements renvoient l'argument protestataire et nous revoilà encore une fois avec ce principe dont chaque camp se revendique le défenseur. C'est l'occasion pour nous de revenir sur le concept de démocratie, sur son histoire, de ses origines à nos jours, sur son évolution et sur les principes qui le composent et qui font qu'un régime est ou non démocratique. Si le principe démocratique est aujourd'hui répandu et semble même être devenu une évidence dans de nombreux pays, il n'en demeure pas moins une exception à l'échelle de l'histoire, et son développement dans nos pays fut particulièrement long et laborieux. C'est dans la Grèce antique, et plus précisément dans la cité d'Athènes, que l'on trouve les origines de la démocratie, environ vers le 5e siècle avant notre ère. Contraction de démos, qui veut dire le peuple, et de kratos, qui veut dire le pouvoir, cette démocratie avait pour particularité d'être directe, c'est-à-dire que c'étaient les citoyens athéniens eux-mêmes qui exerçaient le pouvoir sans passer par des représentants élus. Le système politique athénien s'organisait principalement autour de deux institutions. La première, appelée l'Ecclésia, était une assemblée à laquelle étaient conviés tous les citoyens. Elle était chargée principalement de voter les lois, et elle disposait donc de ce qu'on appelle le pouvoir législatif. La deuxième assemblée, qui était nommée la Boulée, était composée de 500 citoyens de plus de 30 ans, tirés au sort pour une durée d'1 année. Cette assemblée détenait le pouvoir exécutif. Elle était donc chargée d'examiner les projets de loi, d'administrer la cité et d'exécuter les décisions de l'Ecclésia. Encore citée comme une référence aujourd'hui, et parfois vue comme un type de régime à retrouver, la version athénienne directe de la démocratie n'était pas aussi parfaite qu'on pourrait le penser, si on devait l'analyser avec nos critères d'aujourd'hui. Car si tous les citoyens avaient le droit d'exercer le pouvoir, tous les habitants d'Athènes n'étaient pas citoyens pour autant. Pour être citoyen et faire partie de ce peuple que les Grecs appelaient le démos, il fallait être un homme de plus de 20 ans, dont les deux parents étaient citoyens athéniens, les esclaves, les étrangers, les fils d'étrangers, les mineurs, de moins de 20 ans donc, et les femmes, qui étaient considérées comme éternellement mineures, n'avaient pas accès à la citoyenneté. Ce qui fait que sur un total d'environ 300 000 habitants, seulement 40 000 étaient considérés comme étant citoyens, soit 13% de la population. Même si cette perspective n'était pas prise en compte à l'époque, la démocratie athénienne ne faisait pas l'unanimité parmi ses contemporains, avec un de ses détracteurs les plus célèbres, Platon, qui verra ce régime comme celui de la tyrannie de la majorité, influencé par le bas instinct de la masse. S'il y avait dans ce type de gouvernement une volonté de représenter le peuple et un certain souci de son bien-être, le principe de sa souveraineté demeurait absent, et il n'apparaîtra progressivement chez nous que bien des siècles plus tard. Il en est de même pour un autre célèbre régime de l'Antiquité, celui de la République romaine, dans laquelle seuls les patriciens, les membres des familles les plus anciennes et puissantes de Rome, avaient accès au pouvoir, en opposition aux plébéiens qui ne possédaient qu'une faible représentation au Sénat, alors qu'ils composaient la majorité de la population romaine. Si ces systèmes politiques ont inspiré dans une certaine mesure nos régimes contemporains, c'est pourtant bien dans l'Europe chrétienne médiévale que l'on retrouve les origines de la pensée et de la pratique démocratique qui va lentement évoluer pendant plusieurs siècles. Cela commence par la séparation progressive du pouvoir temporel, le politique, du pouvoir spirituel, le religieux. C'est ce que l'on nomme la sécularisation. L'instauration de l'élection pour désigner le nouveau pontife de Rome par les cardinaux au XIe siècle est un exemple d'étape de cette sécularisation,
car elle avait pour objectif de diminuer l'ingérence des monarques dans les affaires de l'Église. 2 siècles plus tard, la désignation de l'empereur du Saint-Empire germanique par les grands électeurs sera une nouvelle étape dans cette séparation des affaires politiques et religieuses. Mais cet événement permettra aussi de légitimer la pratique du vote pour désigner un souverain, même si le principe électif n'était réservé qu'à une élite restreinte. À partir du XIIe siècle, on voit apparaître un peu partout en Europe des assemblées politiques censées aider ou légitimer les souverains dans leurs décisions. Souvent composées de la noblesse, du clergé et parfois de la bourgeoisie de certains royaumes, elles sont loin d'être de véritables parlements comme ceux que nous connaissons. Ces assemblées ont principalement un rôle consultatif, mais évolueront au cours de l'histoire. On les connaît sous le nom de diètes comme dans le Saint-Empire, ou d'états généraux en France. Au cours du XIIIe et du XIVe siècle, se développent des ébauches d'autogouvernement des villes en Europe médiane. La faiblesse de l'autorité centrale du Saint-Empire, ajoutée à l'essor économique des marchands et artisans dans cette région, va favoriser l'émergence de cités autonomes. Allant des Pays-Bas jusqu'en Italie du Nord, en passant par l'Allemagne rhénane et la Suisse, on voit progressivement se développer des esquisses de cités-États. On retrouve ainsi les villes de Hambourg, de Francfort, la République de Mulhouse en Alsace, la République de Genève et bien sûr les nombreuses républiques italiennes, dont celle de Florence ou de Venise. Ces républiques cantonnées à une seule ville sont souvent des oligarchies, dirigées par plusieurs familles aisées, se partageant ou se disputant le pouvoir. Loin d'être démocratiques donc, ces cités ont néanmoins constitué une étape importante de la démocratie, leurs dirigeants n'étant non plus exclusivement des nobles, mais pouvant être également des bourgeois ou des gens issus des familles marchandes fortunées. Les assemblées, ancêtres des parlements, et la légitimation du vote font partie de ce qui deviendra le set d'outils pratiques de la démocratie. Et à cela s'ajoutent les outils philosophiques. C'est au cours du XVIIe et du XVIIIe siècle qu'apparaît une série de concepts qui vont être essentiels à l'émergence des démocraties. Parmi eux, on retrouve ce qu'on appelle aujourd'hui la séparation des pouvoirs. Développé en partie par le philosophe anglais John Locke et approfondi par Montesquieu, ce principe veut que pour diminuer le risque que les dirigeants abusent de leur pouvoir, il faut séparer ces derniers, du moins en partie, entre différentes institutions. Ainsi on distingue 3 pouvoirs. Le législatif, chargé de l'élaboration des lois, l'exécutif, qui est celui de la gestion de la politique de l'État et l'application des lois, et le judiciaire, qui rend la justice et punit le non-respect des lois. S'il existe encore aujourd'hui des liens plus ou moins étroits en fonction des démocraties entre ces 3 pouvoirs, le fait qu'ils ne soient pas concentrés entre les mains d'un seul individu ou d'une seule assemblée permet un équilibre dans leur exercice. Un autre philosophe contribuera fortement à l'élaboration des concepts essentiels à la démocratie, avec le principe que l'intérêt général est l'intérêt de tous et non celui du plus grand nombre ou celui d'individus, ou avec le principe que la volonté générale est détenue par l'ensemble du peuple et ne peut être accaparée par un seul individu. Jean-Jacques Rousseau deviendra une source d'inspiration pour les acteurs politiques et les intellectuels désirant la venue d'un régime plus démocratique. Il défendra également le concept de souveraineté populaire, faisant du souverain le peuple dans son entièreté. Ainsi, la souveraineté ne peut être détenue par un seul homme comme dans les monarchies, ni même par un groupe d'individus ou une caste comme dans les aristocraties ou les oligarchies. La souveraineté ne peut être détenue que par le peuple, celle-ci étant l'exercice de la volonté générale. Ces nouveaux principes et idéaux vont imprégner progressivement les élites bourgeoises des sociétés occidentales du XVIIIe siècle. Période qui va également voir l'émergence d'un dernier concept décisif dans l'apparition des démocraties, celui de la nation et de l'appartenance nationale. Si depuis la Seconde Guerre mondiale, le nationalisme est amalgamé à son extrême et à mauvaise réputation, le nationalisme, c'est la guerre. Il a néanmoins permis le développement des démocraties pour une raison très simple, qui est que plus le sentiment qu'a un peuple d'appartenir à une nation est grand, plus le peuple voudra participer à la politique de cette nation, et de ce fait, la meilleure voie pour y participer est celle de la démocratie. La première vague de démocratisation commencera avec les révolutions américaines et françaises de 1776 et 89. Cette vague s'étendra en Europe durant le XIXe siècle, où la démocratie s'installera de façon progressive, comme en Angleterre, ou plus rapidement, comme ce sera le cas en Belgique avec la Révolution, ou en Italie avec l'unification. Cette vague touchera également les continents américains, asiatiques et océaniens, et continuera jusqu'à la fin de la Première Guerre mondiale, qui verra l'éclatement des anciens empires allemands, austro-hongrois et ottomans, adoptant à leur tour des formes plus ou moins démocratiques.
La période de l'entre-deux-guerres sera celle du reflux démocratique, causé par la Grande Dépression économique et la montée du totalitarisme. Mais la démocratisation reprend après la Seconde Guerre mondiale, tout d'abord dans les pays vaincus, comme l'Allemagne, l'Italie et le Japon, et puis plus largement en Afrique et en Asie suite à la décolonisation, où les nouveaux pays vont avoir tendance à adopter le régime des anciens colons. Mais bien souvent, cette démocratisation ne sera que temporaire, amenant ainsi au second reflux démocratique venu de cette incapacité à consolider les nouvelles démocraties en Afrique et venu également de la peur du communisme, amenant à une série de coups d'État en Amérique du Sud. À partir de 1974, c'est au tour de l'Europe du Sud de se démocratiser avec la révolution des œillets au Portugal, la chute de la dictature des colonels en Grèce et l'année d'après en Espagne avec la disparition de Franco. La chute de l'Union soviétique ouvrira la voie à la démocratie aux pays d'Europe de l'Est. Cette dernière vague concernera aussi l'Asie-Pacifique avec les Philippines, la Corée du Sud et Taïwan de 1986 à 1988, mais également l'Amérique latine et l'Afrique subsaharienne. Alors que la démocratie était à l'origine une exception dans un monde de régime autoritaire, elle s'est considérablement propagée en l'espace de seulement 3 siècles. Ce n'est pas pour autant qu'elle est immuable et que les régimes démocratiques que nous connaissons aujourd'hui sont les mêmes qu'au XVIIIe siècle. D'ailleurs, à cette époque, le terme de démocratie était amalgamé à la démocratie directe athénienne, qui avait mauvaise réputation. Ce mode de gouvernement était jugé comme étant le pouvoir arbitraire de la majorité, dépendant des bas instincts du peuple. De plus, il semblait difficile à l'époque d'installer une démocratie directe dans un pays bien plus grand et plus peuplé que l'antique cité d'Athènes. Les philosophes des Lumières lui préfèrent alors un régime où la loi est l'expression de la volonté générale et non simplement celle d'une majorité. C'est ce qu'ils appellent la République, et c'est ce que nous appelons aujourd'hui la démocratie représentative. Contrairement à la démocratie directe où les citoyens exercent eux-mêmes le pouvoir, dans une démocratie représentative, ce sont les représentants qui sont désignés pour gouverner au nom des citoyens. Le philosophe français Bernard Manin énoncera plusieurs principes qui font qu'une démocratie est représentative. Tout d'abord, les gouvernants sont désignés par des élections ayant lieu à intervalles réguliers. Les gouvernants détiennent ce qu'on appelle un mandat représentatif, c'est-à-dire qu'ils conservent une marge d'indépendance par rapport aux électeurs et peuvent agir différemment de leurs avis s'ils le désirent. Contrairement à un mandat impératif qui oblige le gouvernant à faire exactement ce pourquoi il a été élu. Dans une démocratie représentative, les décisions politiques sont débattues et discutées dans l'enceinte d'un parlement, et enfin, les gouvernés peuvent exprimer librement leur opinion politique. À partir de là, le système démocratique continua d'évoluer en fonction des revendications des partis politiques ou de la population. L'une des plus importantes fut l'élargissement du droit de vote. Au début de la plupart des pays ayant adopté le principe électif, le droit de vote n'était attribué qu'aux personnes ayant un certain montant d'impôt qu'on appelait le cens, et qui donna son nom à ce type de suffrage dit censitaire, qui fut appliqué en France à partir de 1815. Face à ce système excluant du processus électoral une large partie de la population, les revendications ne se firent pas attendre pour demander le droit de vote pour tous et sans considération de revenus ou d'imposition. Pour calmer les revendications, certains pays mirent en place un modèle hybride. Ce fut par exemple le cas de la Belgique où en 1894, le droit de vote fut étendu à tous les hommes âgés de plus de 25 ans, mais l'on accorda à un certain nombre d'entre eux 1 ou 2 voix supplémentaires en fonction de la quantité d'impôts qu'ils versaient et de leur niveau d'études. C'est ce qu'on appelle le suffrage universel tempéré par le vote plural et qui fut a posteriori une phase de transition jusqu'au suffrage universel accordant le droit de vote et le même nombre de votes à tous les hommes. Il arriva vers la fin du 19e siècle et se généralisa en Europe à la fin de la Première Guerre mondiale. À partir de ce moment, le droit de vote continuera de s'étendre tout d'abord aux femmes au sortir de la Seconde Guerre mondiale, pour ensuite être accordé aux plus jeunes en passant de parfois 25 ans à 21 ans et maintenant 18 ans. Ces évolutions, notamment du droit de vote, amènent à ce qu'on nomme la démocratie électorale, dans laquelle les principaux postes politiques sont renouvelés par des élections régulières, et que ces élections sont le lieu d'une compétition entre plusieurs partis politiques élus au suffrage universel. Aujourd'hui, les principes démocratiques se sont étendus au-delà des simples élections pour englober également l'espace public avec la protection des libertés individuelles. C'est le dernier type de démocratie que l'on verra ici, la démocratie libérale. Le politologue Robert Dahl a mis en évidence 7 critères pour qu'une démocratie soit libérale. Il faut que les citoyens aient le droit de voter et de se présenter aux élections, que ces élections soient libres et justes,
que le régime permette les libertés d'association et d'expression, qu'il y ait un pluralisme des médias et non une seule télévision dirigée par l'État, et enfin que les élus contrôlent les décisions prises par le gouvernement. Depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, les pays européens se sont reconstruits en opposition au totalitarisme, traumatisés par l'empreinte qu'ils ont laissée. Ces régimes totalitaires ayant annihilé toute liberté, les démocraties ont décidé, elles, de les consolider davantage, se calquant sur le modèle que les anglo-saxons avaient de la démocratie, c'est-à-dire l'adoption d'une vision libérale d'un régime plaçant les libertés individuelles au-dessus des principes de souveraineté populaire et d'intérêt général. Ainsi, même la France, dont la tradition démocratique s'ancrait dans les principes rousseauistes, évolua vers un système plus libéral, à l'anglaise et à l'américaine. Depuis 1944, le nombre de chartes et de traités internationaux garantissant les libertés des individus n'a cessé d'augmenter. À l'unique Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 s'ajoute désormais la Déclaration universelle de 1948 ainsi que la Convention européenne de 1950. Celle-ci continuera d'adopter régulièrement de nouveaux articles, élargissant ainsi son domaine de compétence. Ainsi, la défense des minorités et des libertés individuelles fait partie intégrante de la vision de la démocratie, allant parfois même jusqu'à être placée comme un de ses principes phares. Une grande partie des pays de l'Union européenne sont aujourd'hui des démocraties libérales, comme la France, l'Allemagne, la Belgique ou les Pays-Bas. Mais ce régime est également présent dans le reste du monde, avec des pays comme les États-Unis ou encore le Japon. Aujourd'hui, alors que l'on croyait ces régimes bien installés, on voit se développer une crise de la démocratie de plus en plus profonde. En France, 85% des citoyens considèrent que les responsables politiques ne se préoccupent pas d'eux, et 74% pensent que le personnel politique est corrompu. Les Français satisfaits du fonctionnement de la démocratie ne sont que 51%, un score suffisant pour élire un président, mais pas pour garantir un régime politique. Rejet des politiques, des institutions et parfois même du vote. Dans de nombreux pays d'Europe et plus largement d'Occident, les citoyens semblent de plus en plus critiques envers la démocratie et son fonctionnement. Les raisons de cette crise sont multiples et certaines sont même issues des principes de la démocratie libérale. Par exemple, les institutions devant garantir les libertés individuelles et les droits de l'homme ont pris de plus en plus d'importance dans les systèmes européens. Elles vont interférer dans la prise de décision, jusqu'à parfois entraver ou empêcher des projets de loi allant contre les interprétations des conventions protégeant les libertés individuelles. Ces institutions peuvent être nationales, comme le Conseil constitutionnel, ou internationales, comme la Cour européenne des droits de l'homme, qui peut condamner les États et ainsi les obliger à changer leur législation. Si elles participent effectivement à la protection des libertés, elles zappent également le pouvoir décisionnel du gouvernement en agissant comme des chambres supplémentaires et non élues du Parlement, augmentant ainsi le sentiment des citoyens que les politiques sont impuissants, ne voulant ou ne pouvant agir. Cette judiciarisation de la politique participe et s'ajoute à une complexification de la prise de décision. Il y a encore 50-60 ans, le fonctionnement de la démocratie était relativement clair pour les citoyens. On élisait le Parlement ainsi que le chef d'État en fonction des pays, le gouvernement proposait des lois que les députés approuvaient ou rejetaient, et celles-ci devaient effectivement être conformes à la Constitution, ce à quoi veillaient les cours constitutionnelles. Mais depuis, se sont ajoutées des conventions internationales qui ont été signées par les États ainsi que les organisations supranationales, comme l'Union européenne, restreignant progressivement les pouvoirs politiques des États. Ces derniers ayant cédé une part de leur souveraineté à ces nouvelles institutions, mais les compétences politiques détenues à l'origine par les États sont maintenant partagées ou déléguées à l'Union européenne, rendant de plus en plus confus pour les citoyens le fonctionnement de la prise de décision. Pour certains pays, cette confusion est accrue par la complexité de leur système politique d'origine. La Belgique, par exemple, qui est un État fédéral composé de 3 régions et de 3 communautés, possédant chacune leur parlement et leur gouvernement, auquel s'ajoute le niveau fédéral avec également son parlement et son gouvernement, mais aussi sa cour constitutionnelle. Chaque entité a ses propres compétences qui sont pour certaines communes à d'autres niveaux de pouvoir, et d'autres compétences sont elles-mêmes déléguées ou partagées avec l'Union européenne et les institutions qui la composent comme le Parlement ou la Commission européenne. On voit donc que dans certains cas, la complexité du système politique est telle que les citoyens s'y perdent, au point parfois de se détacher de ces questions et de se désintéresser de la chose publique.
un désintérêt de la vie politique qui engendre alors un manque de culture et de connaissances politiques, le citoyen ne voulant plus se renseigner, se sentant déjà dépassé par la situation, ce qui augmente donc son incompréhension de la politique, l'emmenant ainsi dans un cercle vicieux. Ce désintérêt est également lié à un faible sentiment d'appartenance à la communauté nationale. Si, comme nous l'avions vu, le sentiment d'appartenance à la nation a été un facteur important de la démocratisation, l'absence de ce sentiment engendre un désintérêt pour la situation politique d'un pays. Et, en 2021, seuls 24% des Français disent se sentir appartenir à la communauté nationale. À tout cela s'ajoute une érosion des principes fondamentaux de la démocratie. La défense des intérêts particuliers remplace progressivement celui de l'intérêt général, celle des libertés individuelles rentre quant à elle en confrontation avec la notion de volonté générale et, peut-être encore plus grave, des dévoiements du principe de souveraineté populaire ont pu avoir lieu. Un événement marquant qui illustre cela, et qui est encore aujourd'hui une référence pour toute une partie de la population se sentant trahie par les politiques, est celui du vote pour la Constitution européenne. En 2005 fut organisé en France, et dans plusieurs autres pays d'Europe, un référendum par lequel les citoyens devaient s'exprimer pour ou contre la ratification du traité de Rome, devant établir une Constitution européenne. À l'issue du scrutin, c'est le non qui l'emporta largement, avec plus de 54% des voix, et la France s'opposa donc officiellement, tout comme les Pays-Bas, à la ratification du traité constitutionnel. Mais en 2007, un nouveau traité européen apparaît, celui de Lisbonne, qui reprend peu ou prou le même contenu que celui de 2004. Aucun référendum ne sera organisé cette fois-ci, la France signera sans consultation populaire le traité, passant ainsi outre le choix qu'ont affirmé les Français 3 ans plus tôt. Cet événement est encore ressenti aujourd'hui par de nombreux Français comme une trahison de leurs représentants, alimentant ainsi une méfiance accrue envers les institutions politiques, doublée d'un sentiment d'abandon, de plus en plus prégnant. Les citoyens ne se sentent plus reconnus et impliqués dans cette démocratie embourbée dans une crise dont elle peine à sortir. Pour améliorer la situation, certains réclament davantage de démocratie et demandent d'inclure les citoyens dans le processus de décision. C'est ce qu'ont revendiqué certains manifestants et partis politiques, avec par exemple le référendum d'initiative citoyenne, devant permettre aux citoyens eux-mêmes de convoquer une consultation populaire. D'autres veulent plutôt diminuer l'aspect libéral de la démocratie, s'appuyant sur le principe qu'une démocratie doit être selon la formule d'Abraham Lincoln, le gouvernement du peuple, par le peuple, pour le peuple. Ils veulent diminuer le pouvoir des cours constitutionnelles et internationales, instaurer une primauté du droit national ou encore diminuer l'importance de la protection des droits de l'homme. C'est le cas de ce qu'on appelle les démocraties illibérales, comme la Hongrie ou la Pologne, qui ont restreint certaines libertés individuelles pour mieux pouvoir gérer leur politique sécuritaire ou leur politique d'immigration. Ces régimes sont donc ainsi à mi-chemin entre les démocraties électorales et les démocraties libérales, voulant préserver le principe de souveraineté populaire au détriment de certaines libertés individuelles. Les réponses varient donc, mais nul ne sait si elles seront suffisantes pour enrayer la crise que nous traversons. Pour répondre à la question initiale, oui, nous vivons toujours bel et bien dans une démocratie. Une démocratie défectueuse, mais une démocratie quand même. Si la souveraineté populaire a parfois été bafouée, le peuple a toujours la possibilité de décider dans une certaine mesure de son destin. L'offre politique, quant à elle, n'a jamais été aussi diverse depuis longtemps. Avec des européistes et des eurosceptiques, des libéraux et des socialistes, et même un colbertiste, des conservateurs et des progressistes, des nationalistes et des mondialistes, rarement autant d'opinions ont été représentées lors d'une présidentielle. Il manquerait peut-être juste un candidat de la gauche républicaine et un girondin, et on serait au grand complet. Certes, les libertés individuelles ont été restreintes depuis 2020, mais il en fut de même durant la période des attentats islamistes, et cette restriction ne faisait pas autant polémique. De plus, les libertés n'ont jamais été aussi étendues et garanties qu'à notre époque, et leurs restrictions n'impactent pas le principe démocratique en soi. Sous la Troisième République, la liberté d'expression, de déplacement ou des personnes était loin d'être garantie. Les revendications ouvrières étaient plus que sévèrement réprimées, et pourtant, il s'agissait bien d'un régime démocratique ayant fait sien les principes de volonté et d'intérêt général. Peut-être que l'un des plus grands problèmes de la démocratie aujourd'hui est celui de la qualité du débat public. La faute n'étant pas forcément à mettre sur l'absence d'objectivité dont on accuse les médias, cela n'a jamais véritablement été leur fonction.
La presse d'aujourd'hui n'est ni plus strictement objective que celle des années 50 ou de 1789. La France a toujours eu une culture du journalisme d'opinion, une espèce d'hybride entre littérature et pamphlet politique. Non, le problème est davantage dû à une hystérisation du débat public. Le temps n'est plus aux confrontations d'opinion, encore moins à l'échange intellectuel. Le temps est au culte de la petite phrase, de l'attaque verbale qui fera réagir sur les réseaux sociaux, du clash télévisé qui sera relayé dans la presse du lendemain. Le débat présidentiel de 2017 en a été une quasi-caricature, ressemblant davantage à un concours de punchline qu'à une véritable confrontation politique. Pourtant, c'était un débat qui aurait pu être l'un des meilleurs de la Ve République, tant jamais des visions n'avaient été aussi opposées. Il n'y a plus de dialogue, il n'y a plus de compréhension de l'autre, il n'y a plus de respect de l'adversaire politique, il n'y a que l'invective et la diabolisation de l'autre, alors que les débats constructifs, eux, se font de plus en plus rares. Mais malgré tout cela, la démocratie est toujours là. Elle est en crise et souffre de nombreuses lacunes, et nous saurons seulement dans 10, 20, peut-être 30 ans, comment elle sortira de cette période si particulière de son histoire.